Donc on va se concentrer maintenant sur un des principaux contextes dans lequel on trouve des systèmes compressifs, à savoir les chaînes de collision. On va décrire de manière très simple une chaîne de collision et je vais vous présenter quelques exemples remarquables. Ce schéma vous illustre l'anatomie typique d'une chaîne de collision. Il a été fait pour la chaîne des Pyrénées, mais il est valable pour d'autres grandes chaînes de collision, en particulier les Alpes. Donc sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On a une plaque qui subduque à gauche et une plaque supérieure à droite. Et puis on va distinguer plusieurs grandes régions. Tout d'abord, les bassins d'avant-pays qu'on va trouver de part et d'autre et qui correspondent aux zones où vous avez de la flexure, donc de l'espace disponible, et ce sont des zones où on peut accueillir les sédiments produits de l'érosion des reliefs créés par l'épaississement crustal au niveau de la zone de collision. Ensuite, on va distinguer les zones externes et la zone interne. Donc voilà pour les grands éléments d'une chaîne de collision. Ce qu'on peut rajouter, c'est que par rapport à la vergence de la subduction, on va distinguer un côté proside, alors il n'y a pas vraiment de traduction en anglais, en français, pardon, et un côté rétroside. Alors, qu'est-ce qu'on observe en particulier dans les zones externes et les zones internes? Les zones externes, ce sont des zones où vous avez une déformation qui est localisée. Le socle est en général pas affecté. On a une tectonique donc essentiellement de couverture. Vous avez de la sédimentation qui est associée. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté sur la sédimentation associée aux plis sur faille, plis de détachement, plis de propagation de faille. Et vous pouvez avoir la présence de nappes, mais qui vont avoir une étendue relativement limitée. Dans les zones internes, vous avez une déformation qui est très intense, très distribuée. En général, le socle est déformé de manière très intense. Il peut être même, on peut même avoir du métamorphisme. Vous avez peu ou pas de sédimentation associée. Ce sont vraiment des zones où vous avez des reliefs importants, donc plutôt des zones en érosion plutôt, et transport plutôt qu'en sédimentation. Vous pouvez avoir la présence de grandes nappes, donc métamorphiques, qui vont se déplacer sur des distances très importantes. Donc les zones internes, je ne vais pas trop en parler, je vais l'illustrer très rapidement, mais normalement ce sont des choses que vous voyez plus en détail avec Monsieur Jousselin et toutes les déformations ductiles qu'on trouve très fréquemment dans ces régions. Et pour ce qui est des zones externes, eh bien, on en a déjà un petit peu parlé, vous avez eu des exemples en TD de cartographie. Donc, si on prend un exemple plus concret au niveau de la chaîne des Alpes, donc l'arc alpin euh, que vous avez ici, là, et on va regarder une coupe au niveau du trait rouge et distinguer un peu les différentes zones par rapport au schéma idéal qu'on a vu précédemment. Donc, voici une coupe relativement détaillée de la chaîne des Alpes. Alors on ne va pas rentrer dans l'explication détaillée de cette coupe, c'est très complexe. Juste vous illustrer différents points. Tout d'abord, les zones externes, eh bien, ça correspond par exemple à ce qu'on observe dans le Jura, et ce que vous avez fait en cartographie sur la zone de Mèche. Donc un socle qui n'est pas déformé, une couverture sédimentaire qui est décollée au niveau du Trias, de la couche savon, et par-dessus des séries de plis et de failles qui viennent se brancher sur le décollement majeur au niveau du Trias et de l'interface entre la couverture sédimentaire qui est d'âge secondaire, tertiaire, voire quaternaire, et le socle en dessous qui est cristallin, c'est-à-dire métamorphique, magmatique, volcanique, beaucoup plus ancien. Donc ça, c'est un exemple des zones externes. Je vous ai déjà présenté des coupes en cours sur le Jura associées à ce genre de région, et puis on a fait ça aussi en cartographie. Pour les zones internes, eh bien, on a une déformation qui est beaucoup plus importante. Encore, je ne vais pas m'apesantir sur cette région, puisque normalement, c'est des choses que vous voyez plus en détail avec Monsieur Jousselin. Et donc, dans ce genre de région, on va avoir des plis très importants, des nappes métamorphiques qui vont se déplacer sur des grandes distances, du métamorphisme important. Pour exemple, de grandes nappes que certains d'entre vous verront peut-être en deuxième année, euh, puisque c'est enseigné dans certaines options en deuxième année, c'est la nappe de Morcle. Donc vous avez ici une coupe de la zone un peu plus interne
avec la nappe de Morque qui est ce gros paquet bleu entre guillemets là complètement plissé, déformé et qui se déplace sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et cette nappe de Morque, elle s'observe très bien dans le paysage avec des plis qui sont d'échelle kilométrique à plusieurs plurikilométriques qu'on observe sur certains pics et certains reliefs. Alors un autre exemple de grande chaîne de collision, c'est la zone Himalaya-Tibet. Je pouvais difficilement passer à côté de cet exemple-là puisque c'est le plus bel exemple de chaîne de collision au monde avec les reliefs les plus importants au monde. Donc si on fait une coupe, alors le relief, vous le connaissez, hein, vous avez l'Inde qui est située ici à gauche, l'arc himalayen ici, et puis le plateau du Tibet qui est toute cette grande région avec des altitudes qui sont à plus de 5000 mètres sur une région qui est avec peu de relief, c'est-à-dire peu de variations d'altitude, mais qui reste à peu près à 5000 mètres. Donc si on regarde une coupe assez synthétique au travers de tout ce relief, eh bien on va avoir le prisme orogénique himalayen à l'avant, au niveau de la zone de collision entre l'Inde à gauche et puis l'Asie à droite. Et puis à l'arrière, eh bien, vous avez le plateau du Tibet qui est dans toute cette région, qui est constitué par différentes anciens blocs continentaux, anciens plaques continentales qui sont venus s'accréter il y a plusieurs centaines de millions d'années et qui forment aujourd'hui le plateau du Tibet avec probablement des zones de subduction interne de ces différentes plaques. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la géométrie de ce plateau, c'est un peu particulier, c'est un peu complexe pour l'instant pour un cours de première année. On va se concentrer plus sur la chaîne himalayenne, qui est un très bel exemple de chaîne de collision. Donc on va regarder un peu la géologie qu'on a au niveau de l'arc himalayen, là où on a les plus hauts sommets. Donc la carte géologique de la chaîne himalayenne est celle-ci. Vous avez différentes grandes unités qui courent tout le long de l'arc avec, vous voyez, différentes couleurs, le jaune, orange, le vert, le bleu. On va regarder une coupe transversale à cette grande chaîne de montagnes, le long du trait rouge. Voilà à quoi ressemble la chaîne de l'Himalaya. Donc sans rentrer dans les détails, c'est juste principalement pour vous donner vous montrer des exemples de géométrie, à quoi correspond une chaîne de collision. On va regarder plus en détail ce qui se passe dans les zones externes de la chaîne, au front de la chaîne, là où vous avez le front de la collision entre la plaque indienne et la plaque asiatique. Donc au front de la collision, on observe des structures qui sont très similaires à ce que vous pouvez voir dans les zones externes des Alpes, au niveau du Jura ou dans les zones externes des Pyrénées. Donc ça correspond finalement à ce que vous avez fait en cartographie. Donc on a des séries de plis et de failles avec qui se branchent sur des niveaux de décollement. Alors là, le niveau de décollement, c'est pas le trias, la couche savon qu'on a chez nous, c'est d'autres types de couches qui sont mécaniquement faibles, en particulier des zones riches en argile, mais géométriquement, on a le même principe. Et on retrouve ce système d'écaillage qu'on a typiquement dans les prismes d'accrétion orogénique. Sans rentrer dans trop de les détails, ces structures déforment, plissent, faillent des sédiments qu'on appelle les séries siwaliques, qui sont des mollasses qui se sont déposées au front de l'Himalaya, dans le bassin flexural de la plaine du Gange, et qui sont ensuite incorporées et reprises dans la chaîne de l'Himalaya via des plis et des failles au niveau des structures frontales. Donc un exemple, une photo de ce que c'est les siwaliks. Voici à droite, c'est des empilements, si vous voulez, de tas entre guillemets, de sable, de tas de sable, gravier, argile. Donc ce sont vraiment des sédiments continentaux produits par l'érosion de la chaîne Himalaya, ensuite transférés par les rivières qui drainent toute la chaîne de l'Himalaya et qui se déposent dans le bassin flexural au front de l'Himalaya. Donc ce sont vraiment essentiellement des sédiments détritiques. Et tous ces sédiments détritiques, au fur et à mesure que le prisme il avance, que le bulldozer il avance, ils sont repris
dans le prisme orogénique et ils forment les structures plissées et faillées qu'on a au front de la chaîne de l'Himalaya. Si on va un peu plus en arrière, dans les zones un peu plus internes, donc il y a une série de roches très métamorphiques, très gnésiques, euh, qu'on trouve dans toute cette région que j'entoure en bleu là, avec plein de minéraux typiques du métamorphisme. On va passer sur cette région-là un peu complexe, et puis regarder un peu ce qui se passe plus en arrière, chose que j'ai déjà présentée, pardon. C'est des grandes séries plissées effayées qu'on trouve à l'arrière de la faille nord-himalayenne, que je vous rappelle est une grande faille normale, et qui constitue notamment la plupart des grands sommets que vous avez en Himalaya. Comme sur cette coupe-là, vous avez le Nilgiri avec une grande structure plissée d'échelle plurikilométrique, et puis on retrouve d'autres structures plissées avec des failles. Euh, voilà. Si on fait une synthèse de ce que vous devez savoir sur ce cours sur les systèmes compressifs, je vous rappelle qu'on a vu différents types de failles inverses, notion de faille inverse, chevauchement, détachement, rampe, plat, les géométries associées aux failles inverses, la notion de duplex, la nappe de charriage, à ne pas confondre avec un chevauchement, les différents plis sur faille qu'on a vus, également la notion de socle versus couverture et les deux types de tectonique associées, tectonique de socle et tectonique de couverture, le rôle du trias et du gypse en France, comment on quantifie la compression, et puis la sédimentation associée, les strates de croissance, la notion de molasse, la notion de bassin d'avant-pays, et enfin, dernier point important, les grands contextes compressifs, où l'on peut trouver des failles inverses et des mécanismes, et mieux comprendre, et vous devez également comprendre un peu les mécanismes, processus qui sont associés. Voilà, si on veut faire une synthèse de ce cours sur les systèmes compressifs et les choses importantes que vous devez savoir.